Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation du projet Corridor H2 en Occitanie. Merci à tous de vous être inscrits et de vous connecter aussi nombreux. On va bientôt dépasser les 200 participants, donc je vous remercie tous pour l'intérêt que vous portez à ce projet et pour les actions qui peuvent être portées par la région Occitanie. Donc aujourd'hui, on est réunis pour aborder effectivement ce projet Corridor Hydrogène en Occitanie, pour vous présenter ses contours, son origine, et également les dispositifs que nous avons pu lancer récemment et pour vous les détailler et notamment voilà, pour ceux qui pourront être concernés, qui seront de potentiels candidats, pouvoir nous poser les différentes questions et avoir les différentes informations à ce sujet. Comme pour tout webinaire, on va faire un petit rappel. Peut-être vous n'avez pas l'habitude d'utiliser cette interface GoToWebinar. Donc par défaut, vous avez les micros coupés. Il n'y a pas la possibilité de les activer, donc il faudra prioriser toutes les parties pour poser des questions aux différents intervenants via l'outil de chat. Donc c'est dans le petit onglet chatter de votre interface où vous pourrez donc poser vos questions. Et n'oubliez pas de préciser à qui elles sont adressées ou si elles concernent un dispositif plus qu'un autre avec différents mots-clés. Donc voilà, en amont de la question, ce qui nous permettra de mieux les flécher et de pouvoir y répondre plus facilement. Autre outil possible, on a un outil de sondage. Donc, il y aura 3 sondages qui vous seront posés au cours de ce webinaire. Vous verrez, c'est assez simple. La question s'affiche à votre écran. Il faudra donc cliquer sur votre réponse pour répondre à ce sondage. Et enfin, dernier outil de GoToWebinar qui est mis à votre disposition. Vous avez des documents qui sont mis à disposition en téléchargement. Vous en avez 2. Et c'est les 2 cahiers des charges des dispositifs qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, vous pouvez soit les télécharger ici, mais dans tous les cas, vous pourrez les retrouver sur le site de la région Occitanie. Pour le programme du jour, donc, on va commencer avec l'ouverture par Monsieur Bernard Gilabert, élu régional, conseiller régional de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Ensuite, on vous présentera les contours du projet et enfin, on vous présentera les dispositifs d'aide pour ce projet. Et puis, on clôturera, on l'espère, d'ici à peu près 1h30. On s'est ciblé comme cap. Donc, on va commencer avec l'ouverture par Monsieur Gilabert. Donc, Bernard Gilabert, bonjour. Vous êtes donc conseiller régional et élu référent de la filière hydrogène pour le compte de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Je vous laisse la parole. Est-ce que votre micro est fonctionnel? Ça marche, vous m'entendez? Parfaitement. Bien, merci. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être présents pour la présentation de ce corridor hydrogène. Alors, j'ai eu le plaisir de représenter la présidente Carole Delga dans ce déploiement, pour faire un point sur ce déploiement de la filière hydrogène vert en région Occitanie. Et vous verrez qu'aujourd'hui, nous arrivons à une phase très structurante de ce déploiement. En fait, nous avons parcouru un chemin important depuis 5 années pour en arriver à cette phase-là. Et c'est vrai qu'à partir de ce qui avait été décidé dans la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte en 2015, la région a relevé un défi important, c'est de diviser par 2 les consommations d'énergie, mais c'est aussi de multiplier la quantité d'énergie renouvelable. Et on a pensé que l'hydrogène était vraiment le vecteur qui pouvait permettre cela. Et c'est vrai que cet objectif région énergie positive qui a été fixé par notre présidente, avec le vecteur hydrogène comme levier, était très, très importante, à la fois pour stimuler le déploiement de ces énergies renouvelables, pour diminuer de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre dans les mobilités, mais également dans l'industrie, et de contribuer au développement de nouvelles filières industrielles compétitives et créatrices d'emplois. Alors, si on en est arrivé là, c'est qu'il y a une histoire qui sera peut-être un tout petit peu reprise tout à l'heure par Benjamin dans la présentation générale, c'est qu'il y avait des initiatives en place depuis les années 2005-2010 sur le Tarn avec du biohydrogène, dans l'Aveyron ensuite. Et puis, la région, à partir de 2015, s'est lancée dans
son objectif repos et à initier avec l'agence ADOC et dans le cadre de la stratégie régionale d'innovation, elle a souhaité regrouper les acteurs et animer cette filière. Et cette agence ADOC et le groupe IDEO, qui est animé aujourd'hui par Benjamin Febvre, a fixé avec l'ADEME des axes stratégiques et a répondu également, nous avons répondu à des appels à projets nationaux pour avoir la labellisation territoire hydrogène. À partir de là, la structuration a augmenté, bien sûr, et il a fallu élargir. C'est l'Agence régionale énergie-climat qui, pour le portage des projets, en particulier public-privé, nous a bien aidés. Et évidemment, l'organisation des services de la région avec la direction de la transition énergétique et écologique, la recherche, la formation professionnelle, le développement économique, avec bien sûr un pilotage par cette direction de la transition énergétique. On a souhaité également en région, parce que c'était important pour le développement de la filière, d'avoir une approche globale de la chaîne de valeur. Ça, c'est fondamental. Il y a dans cette chaîne globale, il y a la production des ENR, il y a la production d'hydrogène, il y a le stockage, la distribution, il y a les usages. Et sans occulter les fonctions support sur les installations, sur les sûretés de fonctionnement, sur les homologations, sur la maintenance, sur la formation. Et c'est vrai qu'avec l'adoption du plan hydrogène vert de 150 millions d'euros en 2019, ce qui a été le plus fort engagement des régions de France sur le sujet, ce plan est venu d'ailleurs plus d'un an avant le plan de l'État qui est sorti en septembre 2020. La dynamique s'est mise en place et elle a porté ses fruits avec de très nombreux projets, de nombreuses initiatives. Et ce qui nous a conduit à cette reconnaissance, c'est l'installation du Conseil national de l'hydrogène à Albi le 25 février dernier. Et ça témoigne bien de la reconnaissance de l'État, des industriels, de cette dynamique en région Occitanie. Alors, je ne vais pas détailler tous les projets, je vais en citer quelques-uns qui ont été mis en place. Il y a le projet e-port sur Blagnac, il y a un projet identique sur Tarbes, il y a des projets sur le port de Sète avec une pile à quai hydrogène, à Port-la-Nouvelle avec une drague aspiratrice hybride à hydrogène. Il y a également le projet des trains à hydrogène à moteur mixte électricité-hydrogène en partenariat avec d'autres régions et qui va impliquer le groupe Alstom. Le projet IDOC à Port-la-Nouvelle qui est relatif à la production à partir d'hydrogène à partir d'éoliennes offshore. Le projet Genvia sur le site de Cameron-Béziers qui touche aux électrolyseurs à haut rendement. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, ça a commencé à être diffusé, les 6 millions d'euros que nous mettons sur le Technocampus hydrogène de Francazal, en partenariat avec, bien sûr, des centres de recherche, l'ONERA, l'Université de Toulouse, le CNRS, mais aussi des grands groupes tels que Airbus, Safran, Liebherr, Vitesco Technologies. Tout ça, c'est pour aussi travailler sur les avions du futur qui sont importants dans notre région. Et à partir de là, moins de 2 ans après cette adoption du plan hydrogène vert que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, cette mobilisation nous conduit aujourd'hui à aller plus loin. Il ne s'agit plus de faire une addition de projets, il s'agit de structurer. Il s'agit de structurer, et ceci pour une économie régionale innovante, compétitive, décarbonée, créatrice d'emplois. Et très clairement, il s'agit de mettre en relation tous ces dispositifs. Et c'est vrai que ce qui va vous être présenté, le corridor hydrogène, avec l'appel à projet et l'appel à manifestation d'intérêt pour mobiliser les entreprises sur ce projet, vont dans ce sens. Je crois que je ne rentrerai pas dans le détail de cette présentation, ça va être fait tout de suite. Je dirais simplement, avant de passer la parole à mes collègues qui vont détailler ce projet, je tiens à dire à combien je suis fier d'avoir contribué à cette dynamique et d'avoir travaillé avec l'esprit d'équipe qui a caractérisé à la fois les services de la région, mais aussi les structures satellites, l'agence ADOC, l'agence AREC, le lien avec l'ADEME, le régional, et tout ceci, nous l'avons fait ensemble et nous démontrons que par ce biais-là, l'écologie et l'économie sont vraiment compatibles pour le progrès au service de nos concitoyens. Je crois que j'en ai assez dit, mais cette filière hydrogène, moi, elle me tient beaucoup à cœur et je pense que
c'est une filière d'avenir qui va certainement constituer à peu près 20% du mix énergétique. Ça ne sera pas la seule chose qui va compter, mais ça va être là. Et l'hydrogène est vraiment un vecteur d'avenir, à la fois pour la planète, mais également pour le développement économique de notre région. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gilabert, pour cette introduction très complète qui montre un peu l'ensemble, l'éventail de sujets aussi large possible que couvre le sujet de l'hydrogène et de sa filière et comment on essaye de l'adresser en région Occitanie. Merci beaucoup pour cette intervention en ouverture. Donc, comme précisé par Monsieur Gilabert, on va donc rentrer dans le détail du projet. Je vais donc passer à la suite. Donc, c'est moi qui serai en charge de vous présenter donc, le contour et les conditions dans lesquelles ce projet a été mis en place, où il en est, un peu la genèse, quelles sont aujourd'hui les aides, tant dans son organisation, sa réalisation et son financement dont on dispose, et un peu vous donner voilà, tous ces éléments pour ensuite qu'on puisse avoir un même niveau d'information et de connaissances pour attaquer vraiment et que vous puissiez comprendre dans quelle situation s'inscrit ces dispositifs de recrutement qu'on a pu lancer et qui seront présentés donc par ma collègue Charline Ribérol de la région Occitanie de la direction transition écologique énergétique. Tout d'abord, un mot. Monsieur Gilabert l'a très bien précisé sur la stratégie hydrogène régionale. Effectivement, là, vous avez un peu une frise chronologique qui reprend les points clés de cette stratégie qui a aujourd'hui, qui date de 2016. Donc, on arrive sur la 5e année avec une étude stratégique qui a mené ensuite à la création d'un outil qui visait à rassembler l'ensemble des dynamiques hydrogène et se voulait comme un guichet unique d'information et de ensuite redirection des différents acteurs qui souhaitent se lancer dans la filière hydrogène. Et on a donc lancé cet outil qui s'appelle IDEO pour Hydrogène Développement Occitanie et dont je suis le coordinateur et qui est aujourd'hui piloté par l'Agence de développement économique régional ADOC et cofinancé par la région et l'ADEME. Juin 2019, le lancement, donc M. Gilabert l'a précisé, du plan hydrogène vert régional doté de 150 millions d'euros sur sa période de 10 ans et avec en objectif en 2030, vous les voyez ici, hein, des objectifs, là je vous ai mis les objectifs chiffrés, j'aurais pu mettre aussi les différents axes de travail de ce plan, parce qu'ils vont toucher à l'amont, à l'aval, à l'anticipation sur les formations, les compétences, les métiers, mais là vous avez ici les objectifs chiffrés. D'abord, le déploiement de rames de trains à hydrogène, 3 d'ici 2024 sur la ligne Montrégeau-Luchon, plus de 50 stations hydrogène pour mailler le territoire, 2 usines de production massive dont la première, on l'a cité tout à l'heure, est basée à Port-la-Nouvelle avec une production à partir d'énergie éolienne en mer, et le soutien à l'achat de plus de 3000 véhicules. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura 3000 véhicules déployés en région, parce qu'il peut y en avoir qui n'ont pas des dispositifs d'aide. Là, c'est vraiment le soutien à l'acquisition via des subventions, des chèques, des éco-chèques ou des dispositifs de ce type. Et enfin, un objectif qui était fixé dès le début dans le plan hydrogène vert Occitanie, qui était de positionner la région comme un leader européen sur le sujet de l'hydrogène. Donc c'est pour répondre à cet objectif que le projet Corridor Hydrogène a été initié et donc vous le verrez, c'est un projet à envergure européenne et qui date maintenant donc de travaux qui ont été initiés il y a un peu plus de 2 ans et qui aujourd'hui, avril 2021, alors il y a de ça quelques semaines, les dispositifs de recrutement ont été lancés, donc avec 2 dispositifs de financement, un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt. Le projet Corridor Hydrogène, alors qu'est-ce que c'est? Le constat, c'est que un des grands piliers des différentes stratégies européennes, nationales, autour de l'hydrogène, c'est l'utilisation et le rôle important
de la mobilité lourde pour le déploiement et l'émergence de solutions hydrogène. On a, je crois, plus de 5000 véhicules lourds envisagés en 2030 à l'échelle de la France. Je n'ai pas les chiffres côté européen, mais je vous laisse imaginer l'ambition que c'est. Le transport lourd aujourd'hui, c'est une forte source d'émissions de gaz à effet de serre, et l'hydrogène est un moyen de décarboner de manière assez massive et efficace et permet d'adresser ce type d'usages qui sont les poids lourds. On a un exemple, là, c'est la photo que vous voyez, c'est l'autoroute A9 qui passe donc par Montpellier et qui va de Barcelone à Lyon ou de Lyon à Barcelone en fonction du sens où on est. Et qui voit passer 30 millions de véhicules par an, dont 9 millions sont des poids lourds. C'est vous dire un peu le trafic qu'il y a sur ce réseau, et c'est quelque chose qui est voué à grandir et à évoluer, à l'avenir. Donc, alors, ce corridor, son but, c'est de poser les bases d'un déploiement d'unités, d'un déploiement de camions poids lourds et de toutes les infrastructures nécessaires pour les recharger le long d'un axe européen qui va donc de la mer du Nord jusqu'à la Méditerranée dans un premier temps, donc un axe nord-sud qui fait partie du réseau prioritaire européen. Le but, donc, c'est de décarboner ces transports, et particulièrement les transports de produits frais, qui sont un des plus gros flux de transfert de marchandises sur cette zone, avec notamment les fruits et légumes en provenance d'Europe du Sud ou du Maghreb. Qui est concerné par ce projet? Finalement, c'est tous les acteurs qui composent la chaîne de valeur hydrogène, à savoir ceux qui vont fournir les technologies, donc camions, groupes frigo, le pile à combustible, les équipementiers, réservoirs, etc. Les producteurs, distributeurs d'hydrogène, donc qui aujourd'hui sont capables de déployer ces infrastructures et de produire un hydrogène propre. Les usagers, donc transporteurs, chargeurs, qui vont être les usagers de ces véhicules hydrogène et consommateurs de cet hydrogène. Et enfin, les territoires, clusters et tout acteur institutionnel moteur pour développer et aider à l'émergence de ce projet et en faire une réussite. Donc, les applications ciblées, vous avez déjà une petite idée dans ce que j'ai pu vous dire précédemment, mais il y en a trois majoritaires en termes d'usage. Donc là, je parle autour de la mobilité lourde. La première, c'est les poids lourds tracteurs, donc les poids lourds comme on voit sur la photo à gauche, donc de 16 tonnes à 44 tonnes. Il existe différents formats en fonction du tonnage et de l'emport des poids lourds, mais des poids lourds qui fonctionnent à pile à combustible. Autre usage, c'est les autocars régionaux. On a greffé dans ce projet l'essai d'autocars pour des lignes qui sont pilotées par la région. C'est une des compétences régionales de pouvoir piloter les lignes interurbaines d'autocars. Et également, troisième application, c'est le transport frigorifique et particulièrement les remorques. Donc, on va avoir différentes technologies qui sont sur le marché, soit des groupes frigorifiques qu'on va mettre en rétrofit sur des remorques existantes, soit des remorques frigorifiques qui sont développées spécifiquement pour y intégrer une unité d'alimentation électrique qui fonctionne à l'hydrogène au lieu de fonctionner au diesel. Donc, on a vraiment une décarbonation importante à tous les niveaux, donc pour le transport de marchandises, le transport frigo et le transport de passagers. Concernant le financement, il s'agit donc d'un projet européen, et des demandes de financement ont été faites au dispositif CEF, donc Connecting Europe Facility. Donc, c'est mécanisme d'interconnexion européen en français, et donc le dispositif qui aide à la rénovation et à la décarbonation du réseau principal de transport routier européen, et également à la Banque européenne d'investissement pour aider sous la forme d'un prêt à investir. Voilà pour toute la stratégie de financement. Également les investisseurs privés, donc ceux qui vont faire l'acquisition de ces équipements de production-distribution d'hydrogène. Également les usagers pour faire l'acquisition des poids lourds. Et enfin, l'idée est de mobiliser des financements complémentaires à ceux qui sont en Europe pour aider à avoir un coût le plus intéressant possible, une aide la plus haute et la plus intéressante possible par des dispositifs régionaux et nationaux. Donc, je le disais en préambule, ça fait plus de 2 ans que le projet est en cours de structuration. Vous avez
ici une idée un peu des 2 ans d'échanges préparatoires qui ont été requis pour prendre des premiers contacts, comprendre les problématiques de chacun et connaître l'intérêt, le mesurer, être capable de voir le potentiel de ce projet et voir s'il était réalisable et à quelle hauteur. Donc, vous avez une idée un peu de la chaîne de valeur telle qu'on l'imagine et des différents contacts qu'on a pu avoir, à la fois avec les pouvoirs publics, ça peut être l'État français, l'Europe, tout comme d'autres régions européennes avec qui on a pu échanger donc françaises et européennes. Hein, vous voyez, il y a aussi les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Wallonie et Catalogne avec qui on a pu échanger dans un premier temps pour un peu savoir, donc étant des régions frontalières, si elles avaient un intérêt à voir se déployer un tel corridor nord-sud. Également pour les fournisseurs de camions, de solutions réfrigérées et d'autocars, pour connaître un peu leur niveau aujourd'hui de développement de solutions. Est-ce qu'ils seront capables et à quelle échéance de fournir des solutions hydrogène? Enfin, les énergéticiens, donc ceux qui vont déployer les unités de production hydrogène, est-ce qu'ils sont intéressés par ce type de projet? Est-ce qu'ils seront prêts à proposer des solutions compétitives et propres? Voilà, donc pour déployer les infrastructures nécessaires à un tel projet. Et enfin, les usagers finaux, les transporteurs donc de marchandises, produits réfrigérés et transport de passagers. Donc ça, c'est 2 ans qui ont permis de structurer le projet avec une première année qui a servi vraiment à la mobilisation de ces acteurs et bien comprendre les enjeux de ce projet et lui permettre de se structurer. Et une deuxième année qui a été plutôt sous le signe de la candidature aux différents financements européens et dont aujourd'hui on a obtenu les résultats. Une question que vous pourrez vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, un tel projet est réalisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que comment l'adresser? C'est une question que beaucoup de personnes se posent sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, hein, que ce soit les territoires, les usagers, les producteurs ou les développeurs de technologies. Et nous, ce qu'on souhaite faire au travers de ce projet, c'est faire du lien entre toutes ces personnes et pouvoir leur proposer un accompagnement et un peu réunir toutes les composantes qui font la réussite d'un projet. Donc il y a une question qui se pose, qui a beaucoup été posée pendant ces 2 années. Est-ce que le projet va vraiment se faire et est-ce que ça va passer en termes de prix? Donc oui, aujourd'hui, il y a une offre de carburant qui existe, une offre de carburant hydrogène propre qui existe, avec des coûts de revient et d'acquisition intéressants. Et l'idée, c'est de profiter de cette économie d'échelle et de ce passage à l'échelle pour proposer quelque chose de logique, de plus propre, vertueux possible d'un point de vue environnemental et à un prix accessible pour l'usager. Et également d'avoir un panel d'usagers suffisant pour attirer les développeurs de solutions et leur proposer un business case intéressant pour leur première commerciale et se lancer justement, lancer leur offre en Europe, en France, en Occitanie même, avec tous les services et qui seront associés. On a mobilisé aujourd'hui différents bureaux d'études pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de ce projet et on a par exemple ici là donc 2 personnes qui nous accompagnent, qui sont Bertrand Chauvet du bureau d'études CEA Consulting et Raphaël Schungen de Hydrogen Advisor, qui ont plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du conseil et une expérience certaine dans le domaine de l'hydrogène. Ils ont tous deux été membres des différentes instances associatives, donc France Hydrogène et Hydrogène Europe, pour défendre et faire de ce sujet de l'hydrogène une réussite, et ça, il y a plus de 10 ans. Et donc, cette équipe d'experts est là justement pour nous accompagner dans la réalisation, le calcul des coûts totaux de possession, un peu de la mobilisation de l'offre de véhicules et une prise en charge justement et particulièrement des usagers, on y reviendra tout à l'heure dans la présentation de l'AMI, pour les aider à faire l'acquisition et les convaincre et les rassurer, leur apporter tous les éléments nécessaires pour sauter le pas et passer une conversion de leur flotte de véhicules à des véhicules zéro émission hydrogène. Voilà pour les questions qui pourraient être posées et l'accompagnement que nous on propose sur ce projet.
En fait, vous l'aurez compris, le déploiement du corridor hydrogène, on a adossé le nom Occitanie parce que c'est une première brique, si vous voulez. L'idée, c'est de pouvoir déployer par la suite différents corridors hydrogène dans des régions partenaires. Et l'Occitanie se veut comme la première brique du déploiement à l'échelle de la région parce que c'était, en termes de délai demandé par l'Europe, c'était très compliqué d'attendre que l'ensemble des territoires soient prêts. Donc, on a souhaité avoir un territoire pilote qui développe une méthodologie qui fasse un peu un rôle de pilote tout simplement pour déployer ce corridor et ensuite avoir une méthodologie qui soit réplicable aux autres territoires et avec des étapes gagnées comme la mobilisation par exemple des consommateurs ou des apporteurs de solutions hydrogène. Donc une première candidature donc à des dispositifs européens et une structuration projet a été faite à l'échelle de la région Occitanie. Donc ça représente un total de 110 millions d'euros d'investissement d'ici 2023, donc un délai assez court et des investissements importants. En termes de production, ce qui est ciblé, vous voyez, hein, il y a un zonage en fait en fonction du réseau prioritaire européen qui a été fait et qui a été croisé un peu avec les pôles logistiques qui peuvent exister en région. Et vous voyez, il y a un axe littoral A9 particulièrement implanté avec une zone qu'on imagine de production dédiée à cette zone-là et une autre zone qui est plutôt bassin de Garonne et Tarn avec notamment sur le Tarn est fléchée la ligne d'autocar régionale et également avec un site de production qui sera dédié à cette zone-là. Donc vraisemblablement, on aurait deux sites de production centralisés, un par zone, qui seront sélectionnés et retenus et qu'on souhaite déployer autour de ce projet. Ensuite, pour la distribution, pour mailler, c'est important pour le transporteur qui puisse avoir un maillage le long de ce corridor d'unités de recharge. On imagine 8 stations de distribution d'une capacité de 600 à 1200 kg par jour. Donc là, il y a un positionnement qui a été fait sur la cartographie qui est à votre droite avec des sites indicatifs. Hein. Finalement, c'est quelque chose, une analyse croisée entre les contraintes européennes du réseau prioritaire et, je le disais tout à l'heure, les endroits où des projets hydrogène peuvent exister ou encore où des zones logistiques à fort potentiel de consommation, de conversion de flotte de véhicules ont été identifiées. Et enfin, pour les usages, en termes de chiffrage, on imagine, et ce qui a été demandé dans les différents dossiers et financé dans les dossiers européens, c'est le déploiement de 40 poids lourds, 60, plus de 60, 62 exactement unités frigorifiques pour camions, pour transport frigo, et 15 autocars interurbains. Voilà pour le cluster régional. Et enfin, sur l'aspect financement, je vous l'ai dit jusque-là, je vous l'ai dit à l'instant, on a pu donc candidater au dispositif Connecting Europe Facility. Et il a été nécessaire pour cela de souscrire donc un prêt auprès de la Banque européenne d'investissement, donc où on a obtenu tout d'abord une réponse favorable de la BEI pour un prêt donc de 40 millions d'euros pour cofinancer ce projet. Et à la suite de l'obtention de ce prêt, une validation de la part de la Commission européenne autour de cette candidature CEF à hauteur de 14,5 millions d'euros. Donc au total, une aide de quasiment 50%. Pour rappel, le projet total, c'est 110 millions d'euros. Là, on est sur donc 54,5 millions d'euros. Donc on se rapproche du million, de la moitié. Là-dessus, pour faciliter vraiment le financement pour vous, hein, qui seraient des potentiels candidats au dispositif, l'idée, c'est de mettre la région Occitanie comme un guichet unique pour ces financements, de nous être donc l'acquéreur de ces financements et de pouvoir les redistribuer ensuite selon et de créer les conditions favorables à l'accompagnement, à la réussite et être le pilote de ce projet. Et pour identifier les candidats pour être les acteurs, les parties prenantes, comme vous voulez, de ce projet, on a lancé, et ça a été voté en conseil régional, deux dispositifs. Tout d'abord, un appel à projet pour identifier la partie production, transport de l'hydrogène et distribution de l'hydrogène, et un autre dispositif sous la forme d'un appel à manifestation d'intérêt, cette fois-ci pour identifier toute la partie usagée, donc les transporteurs et chargeurs qui seront capables de déployer des camions et des groupes frigorifiques à hydrogène.
Donc, vous voyez hein, sur la chaîne de valeur qu'on a présentée tout à l'heure, on a vraiment les deux pôles utilisateurs et producteurs, transporteurs, distributeurs. Donc, l'ensemble de la chaîne de valeur logistique de l'hydrogène qui est concernée par ces dispositifs. Voilà pour la partie projet. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil de chat. On aura des sessions qui seront dédiées pour répondre à toutes vos questions. Et maintenant, pour la suite, je vais laisser la parole donc à Charline Ribérol, donc qui est chargée de projet hydrogène pour la région Occitanie. Et qui donc va vous présenter les deux dispositifs en question, l'appel à projet production-distribution d'hydrogène et l'appel à manifestation d'intérêt pour les usagers. Merci Benjamin, bonjour à tous. En effet, il y a déjà commencé à y avoir pas mal de questions. Je vous propose, il y en a pas mal, certaines on va y répondre après, donc Benjamin me remontera les questions pour répondre au moment donné. Comme vous avez bien maintenant le contexte en tête, donc sur le projet Corridor. Donc maintenant, l'étape, c'est que le 16 avril dernier, du coup, la région a voté donc les deux dispositifs dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc l'appel à projet à destination avant tout des fournisseurs d'hydrogène, et puis après l'appel à manifestation d'intérêt, lui, à destination des futurs usagers. Donc pour la mobilité lourde, transporteurs et chargeurs. Donc, à la fin de l'appel à projet, on aura une session questions-réponses et à la fin de l'AMI aussi, pour pouvoir flécher les questions sur les dispositifs. On ne l'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais je vous invite à rester jusqu'à la fin du webinaire. Il y a aussi Benjamin qui partagera avec vous les deux prochains événements en lien avec le projet Corridor, donc qui pourrait vous intéresser. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Benjamin. Par rapport à la typologie de projet, l'objectif de cet appel à projet, c'est de sélectionner du coup les acteurs qui vont faire partie du projet Corridor Hydrogène en Occitanie, donc les fameux deux sites de production et 8 stations de distribution, et ça de manière opérationnelle et d'ici fin 2023. Donc ça va revenir souvent cette date clé pour le projet, qui impose du coup une cadence soutenue dès à présent, y compris pour nous, pour mettre ces appels à projet et puis pour toutes les étapes qui vont venir ensuite. Peut-être pour des questions qui viendraient, cette date de fin 2023 est liée à ce fameux croisement dont parlait Benjamin entre les critères, et c'est un critère des instances européennes, donc pour que les projets puissent être éligibles aux subventions qui ont été obtenues. Par rapport au positionnement que vous pourriez avoir sur cet appel à projet, donc ce schéma sur la slide, vous pouvez voir qu'il y a trois grands piliers. Donc le pilier production, la logistique d'approvisionnement et la distribution. Donc ce qu'on entend déjà par logistique d'approvisionnement, ça fait référence à une solution de stockage temporaire pour le transport de l'hydrogène entre un site de production et un site de distribution dans le cas où les deux sites étaient distincts. Donc vous voyez les 5 possibilités de positionnement. Pour synthétiser, le positionnement qui n'est pas possible, entre guillemets, c'est de candidater uniquement sur la brique logistique d'approvisionnement. Pour votre candidature, il est fortement conseillé, il est même demandé d'indiquer clairement le positionnement sur lequel vous êtes identifié, donc sur 1, 2 ou 3 piliers, et vraiment de renseigner donc les informations correspondantes après dans le dossier de candidature. Il y a aussi une possibilité que si vous êtes par exemple, il y a plusieurs cas possibles, mais si je prends l'exemple que vous êtes un distributeur et que vous déposez un dossier seul, mais que vous avez des contacts avec des partenaires qui prévoient de répondre sur la production et l'approvisionnement, par exemple, vous pouvez faire des liens, et il est conseillé de faire des liens entre vos dossiers pour aussi qu'on puisse comprendre le cheminement du projet, et aussi notamment pour la brique logistique, de pouvoir, la brique approvisionnement, pour pouvoir aussi justifier les moyens mis en œuvre pour assurer l'approvisionnement des sites visés.
voilà, ce lien est important entre plusieurs dossiers. Sur ces positionnements, la région pourra, elle, retenir donc pour un lauréat tout ou partie des piliers auxquels il candidate. Et aussi, par exemple, s'il candidate sur plusieurs stations, elle pourra aussi retenir tout ou partie des stations proposées. Ce choix est lié à un critère d'analyse que je vous présenterai plus tard sur la diversité des acteurs souhaités. Par rapport à votre candidature, il peut y avoir donc deux choix possibles. Soit vous êtes un acteur unique, vous êtes maître d'ouvrage sur un ou trois piliers auxquels vous candidatez. Dans ce cas-là, vous pouvez déposer seul le dossier en tant que porteur. Ou bien vous êtes un ensemble de partenaires. Dans ce cas-là, ce sera important de préciser et d'indiquer vos positionnements qui doivent être du coup complémentaires et distincts. Et dans ce cas-là, indiquer clairement un coordinateur de projet qui sera l'interlocuteur unique en fait entre la région et le candidat pour la phase en tout cas de candidature et d'instruction du projet. Slide suivante, s'il te plaît, Benjamin. Par rapport aux critères techniques d'éligibilité. Donc le premier bloc sur la slide est vraiment applicable à tous les piliers. Donc déjà la localisation, j'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat à ce sujet-là. Là, ce qui est visé dans cet appel à projet-ci, c'est que la localisation, que ce soit des sites de production ou de distribution, ils devront se situer sur, mais en tout cas, à moins de 10 km du réseau de transport, le réseau transeuropéen de transport, donc le RTE en français. Que ce soit par rapport à un réseau principal qui est appelé en anglais Core Network ou adjacent secondaire qui est appelé Comprehensive Network. Dans ce cas-là, dans ce dernier cas, donc si il y a des projets sur le réseau secondaire, c'est possible. Il y a une condition que la région doit, en tant que porteur du projet au global sur la région, il y a une condition à respecter, c'est que sur l'ensemble des lauréats du projet sur la brique Occitanie, le total de ces investissements, eh bien, au maximum 20% de ces investissements pourront être pour des projets sur du réseau secondaire. Mais on ne pourra pas dépasser ce 20% des investissements totaux. Donc ces critères de localisation et de 20% d'investissement sont également des conditions de l'Europe pour que quelque sorte, pour que la région aussi puisse faire bénéficier des subventions européennes aux lauréats. Un enjeu important pour le projet, c'est un prix de commercialisation de l'hydrogène qui soit compétitif. En introduction, M. Gilabert et puis Benjamin l'a précisé, il y a vraiment une volonté et on est sur le point de passer à l'échelle. Et il y a aussi pour pouvoir engager et intéresser nos amis transporteurs et chargeurs, donc c'est d'avoir des prix attractifs. En tout cas, ce qui est demandé donc, dans le projet, les projets qui seront traités en priorité, c'est ceux qui présentent un prix de l'hydrogène sur la première tranche entre 2023 et 2026 à un maximum de 9 € le kilo et avec une prévision à moyen terme au-delà de 2026 à 7 € le kilo. Je ne reviens pas sur la notion d'un projet terminé à fin 2023. Je pense que vous l'avez compris, c'est aussi essentiel et clé pour le projet. Pour le pilier de la production, si vous candidatez à ce pilier-là, donc les modes de production d'hydrogène qui sont attendus peuvent être de plusieurs sortes, mais l'hydrogène doit être renouvelable et ou en complément avec de l'hydrogène bas carbone, donc d'après l'ordonnance sortie le 17 février dernier. Je vous invite à vous y reporter. Le taux, malgré tout, il y a un taux minimum que souhaite la région en hydrogène renouvelable qui est de 20%. C'est-à-dire que toute énergie en entrée du projet pour créer l'hydrogène devra être d'origine renouvelable. Donc ça peut être soit par une connexion directe à une installation renouvelable,
ou ça peut être aussi par des capacités de production renouvelables, par des contrats directs, donc des PPA verts. Maintenant, sur le volet de distribution, ce qui est attendu, c'est à minima des bornes de recharge à 350 bars et éventuellement en complément des 700 bars. La capacité de distribution minimum est de 600 kg par jour. Il y a un cas particulier qui est mentionné dans l'appel à projet pour des projets qui seraient situés en zone urbaine dense. Dans ce cas-là, on peut accepter des projets à partir de 400 kg par jour. Ce sera bien sûr à justifier dans votre dossier. Et donc, les stations devront aussi être ouvertes au public et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par rapport au pilier de la logistique d'approvisionnement, donc dans ce cas-là, il est demandé une performance économique, bien sûr, mais aussi environnementale pour limiter l'impact du projet. Et donc, en ce sens, on incite, on encourage à trouver des solutions innovantes, et ça peut être notamment par l'intermédiaire de camions hydrogène, transporter l'hydrogène entre les sites. Et dans ce cas-là, les camions peuvent être aussi éligibles à des financements dans le cadre de l'AMI. Donc, sur cette slide, les critères techniques d'éligibilité, les deux enjeux principaux qui ressortent, c'est un hydrogène renouvelable. Et plus la part d'hydrogène renouvelable sera importante dans les projets, plus la région sera attentive aussi à ces projets. Donc un maximum d'hydrogène renouvelable possible, mais à un prix compétitif. Et c'est vraiment ces deux enjeux-là qui est ciblé donc, dans cet appel à projet. Benjamin, si tu veux bien la suite. On passe maintenant aux critères d'analyse pour la sélection. Donc, sur la base, bien sûr, de candidatures complètes, nous avons 4 axes d'analyse. Tout d'abord, donc la performance environnementale, donc j'en ai parlé concernant la part d'hydrogène renouvelable et donc le potentiel développement de NR. Une autre chose importante, c'est l'analyse des contraintes des projets, donc des contraintes environnementales notamment, doivent être explicitées et prises en compte. Donc ça, c'était de base, c'était bien sûr des critères de la région, mais sachez que ça a été encore plus accentué par les instances européennes qui souhaitent vraiment des projets exemplaires de ce côté-là et ce sera regardé précisément. Le respect des normes, bien sûr, et dans l'annexe 2, vous avez aussi des demandes de calcul des bénéfices environnementaux de vos projets. Le deuxième critère, c'est la justification du modèle économique. Donc, je le disais, le prix de commercialisation est un enjeu important et le projet doit être viable. Donc, c'est expliciter aussi comment vous en venez à ce prix de l'hydrogène pour que voilà, ce prix puisse aussi être sécurisé dans les projections que vous présenterez. Le troisième est du coup la maturité et la fiabilité du projet. Donc là aussi, c'est en quelque sorte imposé par le planning, que vous aurez compris fin 2023. Mais du coup, des études, il est attendu que des études aient déjà été menées sur le projet pour notamment avoir identifié de potentielles contraintes foncières, réglementaires, environnementales, et du coup les avoir anticipées. De fait, on a présenté un planning prévisionnel détaillé. Le plan de financement aussi sera détaillé dans l'annexe 2 et des détails sur la fiabilité des installations, des équipements. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de créer une prospective du projet aussi dans le temps pour voir comment celui-ci peut évoluer. Donc, la maturité du projet est aussi un critère très important pour cet appel à projet. Et d'autres critères donc, qui sont en lien avec le positionnement qu'on vous proposez sur les 3 piliers assez flexibles et le choix de la région d'identifier un lauréat sur toute ou partie du périmètre proposé sont liés avec ces critères-là parce que la région Occitanie souhaite favoriser en fait une diversité de bénéficiaires sur le territoire pour vraiment enclencher la filière à différents niveaux pour différents types d'acteurs.
et aussi il sera apprécié dans ce même cadre d'indiquer le projet, dans quelle logique territoriale il se trouve et de faire le lien aussi avec celle-ci. Voilà pour cette partie. Pour la slide suivante, sur les modalités de l'aide, des aides. Benjamin l'évoquait déjà, le financement, donc il y est de plusieurs sources, de la Banque européenne d'investissement, de l'Europe, puis aussi de la région. Donc nous, il faut voir que la région doit être identifiée comme en quelque sorte le guichet unique de ces subventions et elle est aussi garante du bon usage des fonds. Donc pour vous, ce sera transparent. Donc c'est la région qui fera bénéficier aux lauréats d'aides, donc soit de type avance remboursable ou de type subvention. Les subventions venant du CEF de l'Europe, elles seront, c'est une condition, elles sont plafonnées donc à 20%. Donc ce qui a été réfléchi, c'est que toujours dans le respect des règles de la réglementation relative aux aides d'État, en fonction du type d'entreprise, il y aura aussi un maximum possible pour le type d'aide qui est l'avance remboursable, pour qu'au final, vous puissiez coupler l'avance remboursable, la subvention et respecter ce maximum d'aide d'État. Donc, si je m'explique, si je prends un exemple concret, par exemple, vous êtes une grande entreprise, donc l'avance remboursable, vous pouvez l'obtenir à hauteur maximum de 25% si vous êtes dans une zone d'aide à finalité régionale, plus les 20%, vous respecterez bien du coup les 45% qui sont le plafond pour vous en termes de fonds publics pour une grande entreprise. Je vous ai remis en bas de la slide les maximums autorisés par type d'entreprise. On parle bien ici donc de taux maximum et ces taux sont applicables sur on parle bien des coûts d'investissement par rapport aux dépenses éligibles. Ces aides sont à différencier de la dernière colonne que vous voyez sur la droite, parce qu'il y a donc une autre forme d'appui pour les projets. C'est grâce à la REC Innovation donc, qui entrera au capital des sociétés projets, donc entre 20 et 35%. Donc ça permet à la fois aux sociétés d'avoir un apport complémentaire en plus de potentiels partenaires déjà identifiés. Donc comme je le disais, étant donné que la région est garante des fonds et du bon utilisation des fonds européens, une des conditions également de l'Europe était que la région puisse être impliquée, suivre de manière précise ces projets et ceci s'est fait par l'implication donc de la REC dans toutes les sociétés projets qui seront construites ou qui seront formées donc avec les lauréats identifiés. La slide suivante, s'il te plaît, Benjamin. Donc les bénéficiaires éligibles, donc il n'y en a qu'un seul en lien avec ce que je viens de dire. Donc si vous avez déposé un projet et que vous êtes lauréat, vous devrez donc créer une société projet avec la REC Innovation. Et c'est cette société projet qui sera éligible. Par rapport au stade de la structuration de cette société projet par rapport à la candidature, au stade de la candidature, il n'est pas nécessaire de l'avoir déjà créée. Par contre, vous allez voir, je vous présenterai après, ça se fera en 2 temps. Plus tard, si vous êtes lauréat, vous devrez déposer un dossier de demande de financement. Dans ce cas-là, très concrètement, vous devez donner le RIB du bénéficiaire. Et c'est à ce moment-là où la société projet devra être créée pour que le RIB soit d'ores et déjà la société projet, avec la REC. Donc ça peut être aussi une société qui existait déjà, dans laquelle la REC s'inclut. Voilà, c'est possible aussi. Le projet peut aussi associer d'autres acteurs, donc ça peut être des collectivités, des associations ou autres, qui peuvent être facilitateurs sur le projet ou qui peuvent aider à sa mise en œuvre. Dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire qu'il fasse partie de la société projet. Pour autant, ça peut être un des partenaires
au moment du dépôt et tout au long des projets. Simplement, il ne sera pas le bénéficiaire des aides. Pour la slide suivante, je vous ai remis la liste des pièces à fournir pour le dossier de candidature qui sera déposé au plus tard le 14 juin. Donc, il y a des pièces administratives, je ne vais pas rentrer dans le détail. Les pièces techniques, il y a donc, on vous demande de respecter le format et de compléter l'annexe 1 pour votre dossier de candidature et qui sera à joindre avec l'annexe 2 sur les volets financiers, le plan de financement aussi, le planning et les bénéfices environnementaux. Et ensuite, tout autre document que vous pensez pertinent pour justifier l'avancement de votre projet, les lettres d'engagement que vous avez pu avoir avec des partenaires et aussi, bien sûr, des schémas, tout ce qui peut aider à la compréhension de votre projet. Donc, vous aurez compris, avec des délais serrés, c'est bien des dossiers de candidature assez aboutis qui sont attendus pour pouvoir formaliser rapidement ensuite le dossier de demande de subvention. Parce que, à la slide suivante, s'il te plaît Benjamin, parce que voilà le processus et le calendrier. Alors le calendrier se veut prévisionnel. Comme vous le savez, il y a les élections régionales fin juin. Et donc, dans ce cadre-là, forcément, c'est pour tout le monde pareil. On ne connaît pas encore les dates à venir de ce qu'on appelle les commissions permanentes, qui sont les commissions dans lesquelles les élus votent les demandes de subventions, de financement et les lauréats. Donc, c'est à titre indicatif. Donc, vous voyez le 14 juin, donc le dépôt de la candidature au plus tard. Dans la suite de quoi aura lieu la phase donc de sélection des projets, donc pendant lesquels vous pourrez avoir des échanges. L'objectif, c'est qu'en octobre 2021, on puisse avoir identifié et sélectionné donc, les candidats qui vont pouvoir déposer une demande de financement. Donc, c'est-à-dire qu'en octobre, on va revenir vers vous pour les candidats sélectionnés avec une notification en vous disant donc vous êtes lauréat, voici le périmètre sur lequel vous êtes retenu. Et donc maintenant, constituer une demande, un dossier pour la demande de financement qui devra être déposé assez rapidement après, donc un mois après, en novembre. Et ensuite, donc, il sera aussi instruit et voté pour qu'en février 2022, on puisse vous notifier de l'attribution de l'aide. En sachant qu'ici, on a voulu séquencer en 2 fois la notification, une nouvelle fois par rapport au délai contraint du projet. Il nous semble important de notifier au plus tôt les candidats pour que vous puissiez, les candidats lauréats, pour que vous puissiez rapidement aussi lancer concrètement l'investissement du projet et aller à la rencontre des banques et aussi des fournisseurs, des fabricants pour vraiment pouvoir cadencer ensuite le projet. Donc après février, il y aura la phase de contractualisation pour signer la convention et ensuite, de manière assez classique, le partage des justificatifs à la région, les versements en contrepartie, l'avancement du projet sera suivi. Et donc pour cette fameuse mise en service fin 2023. Voilà pour la partie appel à projet. Maintenant, je fais appel à Benjamin sur les questions que du coup je n'ai pas pu voir, je n'ai pas pu encore jeter un coup d'œil, donc je te laisse me dire. Oui, alors, il y en a eu beaucoup, donc j'ai essayé de les trier par thème. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. Je pense qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées avant que tu ne puisses apporter l'élément. Oui, Donc il y en avait désolé si, quelques-unes. si votre question est sautée, c'est sans doute qu'elle a déjà été répondue ou alors qu'elle n'est pas dans le sujet du jour. Nous nous en excusons par avance. Alors, une question concerne le réseau de TNT et notamment les sites de production qui sont hors de ce réseau TNT. Est-ce qu'ils sont exclus de l'appel à projet? Donc le de critère, ouais, le site que ce soit, en fait, c'est vrai que cette question a été posée avant, donc quelque sorte, j'y ai déjà répondu, que ce soit production ou distribution, il y a ce fameux critère de moins de 10 km du réseau TNT
donc en anglais ou RTE en français. Donc en effet, c'est un critère d'éligibilité, sinon vous ne pouvez pas bénéficier des subventions européennes pour votre projet. Et donc c'est vrai que le projet Corridor Hydrogène, donc déjà ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, la carte, les localisations prioritaires, c'est la première phase du projet. Il n'est pas exclu qu'il y ait une deuxième phase plus tard. Pour l'instant, on est déjà bien occupé à faire cette phase, donc on verra la deuxième en suivant, mais il y a déjà cette possibilité. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est que là, aujourd'hui, on parle du projet Corridor Hydrogène qui est avec des critères et dans les objectifs qu'on vous a présentés précédemment. Mais la région souhaite vraiment continuer à poursuivre cette dynamique pour aider et favoriser l'hydrogène dans le temps. Donc, Corridor Hydrogène ne sera pas le seul dispositif dans les prochains mois pour que la région puisse aussi aider les projets. Donc voilà, c'est important que vous n'essayez pas non plus de mettre votre projet dans une case s'il ne peut pas y rentrer en quelque sorte. Très bien. Alors, il y a d'autres questions qui tombent. Je vais essayer quand même de reprendre, et je m'excuse par avance si je ne peux pas traiter celles qui tombent maintenant. Le transport de l'hydrogène, comment il est envisagé? Le volet notamment transport qui est entre distribution et production. Oui, du coup, ce qu'on demande sur ce point-là, c'est qu'il soit le plus performant d'un point de vue environnemental possible. Donc, la solution technique, c'est à vous de la proposer. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'impact environnemental, que ça tienne le coup, bien sûr, économiquement, et que l'impact environnemental soit le plus neutre possible. C'est pour ça que dans ma présentation, j'ai donné l'exemple et j'ai orienté vers l'utilisation de camions hydrogène qui pourraient aussi être des usages pour les stations et qui peuvent être financés dans le cadre de l'AMI. Ok, donc pas de technologie fléchée tout particulièrement sur ce volet transport. Également, toujours sur ce volet logistique, la place du stockage dans ces candidatures, où est-ce qu'il se situerait est-ce qu'il se situerait plutôt sur la partie distribution, la partie production, la partie transport? Est-ce qu'on a une précision là-dessus à apporter? La partie stockage, c'est vrai que comme ça, sans connaître le projet, c'est pas évident, c'est pas arrêté à ce jour, donc il peut très bien y avoir une partie stockage sur le site de production en attendant l'arrivée des moyens de transport de l'hydrogène, ou ça peut être sur le site de distribution, quelque part une zone tampon aussi en fonction des flux d'enlèvement. Donc de ce côté-là, c'est pas arrêté. Alors, autre question, cette fois-ci sur les stations de distribution. On a donc une proposition de stations entre 600 kg et 1200 kg. Plusieurs questions qui sont posées là-dessus. La première, c'est est-ce qu'une station de 1 tonne 2 peut remplacer 2 stations de 600 kg par jour? Oui, le minimum le critère minimum, c'est 600 kg de capacité de distribution. Donc en soi, Après, la question, c'est en gros, est-ce que si on met une station de 1 tonne 2, en gros, il y aura 7 stations au lieu de 8? C'est ça. Et je pense que ça, c'est pas compatible justement avec les engagements pris par l'Europe. ah oui, tu veux dire en ce sens. Oui, oui, en effet. Oui, oui, il faut respecter les 8 stations. Et Ok. je me permets de faire un complément par rapport à la proximité au réseau TNT, le réseau transeuropéen de transport. C'est mieux décrit dans l'appel à projet. Il y a une précision en plus que je n'ai pas dite à l'oral, c'est que ça peut être aussi à moins de 10 km de ce qu'on appelle des nœuds. Et c'est pas que en lien avec les axes routiers, ça peut être des ports et des aéroports. Donc ça, je ne l'ai pas dit à l'oral, mais c'est précisé dans le dossier. Qui sont fléchés dans ce réseau TNT. Qui Très sont bien. éligibles. Ouais. Je crois qu'il y a eu cette remarque posée sur le chat et tu fais bien de le préciser. Toujours sur, alors ça va concerner la production et la distribution encore. Est-ce qu'il faut préciser dans la candidature le business model associé, plan d'investissement et la montée en charge progressive?
ou est-ce qu'il faut être en capacité dès 2023 de fournir les 600 kg jour de manière opérationnelle? Alors oui, le business model, le plan de financement doivent être détaillés dans votre candidature. Et pour la montée en charge, en fait, les poids lourds qui sont les objectifs que tu citais, Benjamin, sur les poids lourds et les groupes frigorifiques, eux, ils devront être opérationnels aussi dès fin 2023. J'en reparlerai plus tard. Donc, il y a aussi un enjeu d'approvisionnement de ces camions-là. Ouais. Donc, J'ai pas mal de questions sur 2023 à venir, il y en a eu beaucoup. j'imagine. Ouais, Donc, il y a aussi cet enjeu-là. Et après, il peut y avoir aussi présenter, au contraire, s'il y a une montée en charge possible au-delà des 600 kilos, l'indiquer. Ouais. Et dernière question sur la partie distribution, le niveau de pression et l'ouverture au public des stations. Est-ce qu'il y a des précisions là-dessus à apporter? S'il y a des précisions de ma part, ou Oui, tu oui, penses est-ce que que, c'est... alors ça a dû être présenté précédemment, mais est-ce que c'est uniquement du 350 bars par exemple, ou est-ce qu'il faudra y Ah mettre oui, du 700 alors bars également? ouais, du coup, je l'ai évoqué. Donc, c'est au moins 350 bars sur la station de distribution avec possiblement en complément du 700 bars. Oui, j'ai cité ouverture au public et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très bien. Après, on va sur la partie sourcing énergétique, quelques questions sur les 20% d'énergie renouvelable. La première question, c'est donc une connexion directe avec une source renouvelable n'est donc pas obligatoire. Et également, les garanties d'origine d'électricité verte sont-elles acceptées? Oui, en effet, la connexion directe n'est pas obligatoire. Donc ça peut être soit une connexion, par contre, pas garantie d'origine, mais bien contrat direct avec de l'énergie verte locale. Donc on est sur du PPA vert. Et donc ça peut être soit l'un, soit l'autre, ou un couplage des deux pour atteindre le au moins 20 minimum que je citais. Très bien. Enfin, j'ai les dernières questions et après on passera, je pense, à la session suivante. C'est sur le délai du 31/12/2023. En gros, qu'est-ce qui est attendu à cette date précisément? Alors, je vais te poser les questions un peu brutes. On essaiera d'apporter une réponse commune pour pas passer, pour pouvoir aller sur l'autre. Il y a une question, c'est qu'est-ce qu'on entend par la fin des opérations? Également, est-ce que ce délai est compatible avec toutes les procédures administratives qu'il faut d'un point de vue réglementaire? Quel est le délai d'implantation alors de la station d'électrolyse? Ça, je pense que c'est assez évident. Et est-ce que les 8 stations et les 2 sites de production doivent être tous en service à la même date? Ou est-ce qu'il y a un phasage progressif prévu? Ok. Voilà. Donc en effet, ce qu'on entend par fin de l'opération, c'est que donc fin 2023, c'est bien pour être très concrète, l'hydrogène doit sortir des stations de production, il doit y avoir la logistique mise en place, il doit y en avoir une, et l'hydrogène va pouvoir sortir des pompes des stations-service. Donc ce qu'on appelle la fin des opérations, c'est les 2 sites de production, les 8 stations opérationnel, fonctionnel. Et ce critère est le même pour les véhicules qui doivent être aussi opérationnels et en circulation. Et je pense qu'en disant ça, j'ai répondu quasiment à toutes. Non, il y avait l'aspect, est-ce que réglementaire, ça rentre dans le cadre. Donc, en fait, ces questions-là autour du planning, oui, c'est possible de mettre un projet sur pied d'ici fin 2023, mais bien sûr, enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a le critère de maturité des projets, c'est que on sait que c'est plus compliqué si un projet s'est créé peut-être il y a quelques mois d'un projet qui est peut-être plus mûr. Nous, c'est vrai qu'il y a cet objectif de fin 2023 qu'on doit respecter. Donc forcément, la maturité du projet va être privilégiée pour être lauréat. Et le planning explique aussi le temps assez court pour répondre à cet appel à projet. On en est très conscient de ce mi-juin, du 14 juin. Mais ce 14 juin a été aussi positionné pour
prendre en compte. On a bien fait le rétroplanning avec les phases de travaux, les phases de demande d'autorisation réglementaire, permis de construire, dossier ICPE potentiellement, et surtout aussi livraison des équipements et des véhicules, et aussi bien sûr toutes les phases d'instruction publique, donc que ce soit les dossiers réglementaires, mais aussi nous, régions, pour attribuer les aides. Donc tout ça a été pris en compte et c'est pour ça ce délai aussi court mi-juin pour tenir les délais. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de questions sur le planning. Merci, c'était pas facile d'y répondre et tu y es arrivé. Je vais juste, on va enchaîner donc avec un sondage qu'on vous propose. Alors je crois qu'en coulisses, normalement, c'est le premier sondage. Donc avec une première question, vous la verrez s'afficher sur votre écran, c'est envisagez-vous de candidater à cet appel à projet. Et il y aura une deuxième question dans un deuxième sondage qui concernera donc sur quel pilier envisagez-vous de candidater, et vous pourrez répondre plusieurs piliers. Hein. Donc vous pourrez répondre sur la production, la distribution et la logistique. Voilà, vous aurez la possibilité de répondre sur d'apporter plusieurs réponses à ce sondage. Donc le sondage est ouvert normalement. Vous avez la possibilité d'y répondre. On a donc, voilà, je vois la progression, n'hésitez pas à y répondre de votre côté. Et peut-être, le temps que tout le monde réponde, Charline, une petite dernière question qui est arrivée là très récemment sur le choix de l'emplacement des électrolyseurs qui étaient sur la cartographie et la proxy. Est-ce que les électrolyseurs et enfin la production d'hydrogène doit être dans ce rayon de 10 km du TNT? Donc la fin de la question, oui, toujours. Moins de 10 km production et distribution, donc soit du réseau ou des fameux nœuds. Comment ça a été choisi? C'est en lien avec ton explication, Benjamin, de ces 2 ans de réflexion sur la mise en place, enfin sur la faisabilité de ce projet. Donc il y a eu des études de potentiel, de faisabilité, pour le projet, pour identifier les zones à la fois où il y a le plus de trafic, voilà, les zones les plus pertinentes pour ce type de projet. Et donc, dans ce cadre-là, il a fallu, suite à cette étude, prioriser les 2 sites qui sont, comme tu l'as dit, hein, c'est pas au bout de la flèche sur la carte qu'il faut considérer qu'on veut un projet, mais c'est indicatif. Mais c'est du coup ce qui est ressorti en fonction de ces priorités du coup de 2 sites. Oui, il faut vraiment le voir comme. D'ailleurs, vous avez le deuxième sondage là qui a été publié. Vous pouvez y répondre pour préciser sur quelle partie vous souhaitez vous positionner. C'est effectivement, il s'agit bien de zone et pas d'implanter pile poil sous la flèche l'unité de production. Hein. Mais par contre, une réflexion avec la zone littorale et la zone plutôt Toulouse-Tarn, qui sont effectivement celles qui ressortent de notre étude. Ben, merci beaucoup pour votre participation à ces sondages. On va laisser encore un tout petit peu le sondage sur le positionnement. Normalement, tout le monde a répondu. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire assez rapidement. Et on va passer donc, Charline, au dispositif suivant. Oui, voilà. Top, parfait. Donc maintenant, on passe sur l'appel à manifestation d'intérêt donc à destination des futurs usagers. Donc tu peux passer à la slide suivante. Donc l'objectif de cette AMI, c'est de sélectionner donc les acteurs qui vont faire partie du projet. Je ne sais pas si c'est moi, la slide n'a pas encore. Ah. Je ne sais pas si tu m'entends, Benjamin. Du coup, je ne sais pas si vous m'entendez non plus. Alors. Petit instant, peut-être qu'il y a un souci. Je pense que c'est Benjamin, donc je pense que vous m'entendez, mais en effet, c'est Benjamin. Benjamin a dû avoir un souci de connexion. Du coup, je vous propose donc l'objectif
De cette AMI, dans un premier temps, il n'y avait pas spécialement de carte, donc peut-être que ma voix pourra suffire. L'objectif, c'est du coup d'identifier et de sélectionner. Oui, bon, j'ai en effet Benjamin qui a un gros problème sur son ordinateur. Alors, excusez-nous pour ce petit désagrément. Donc, l'objectif de cette AMI, c'est de sélectionner les acteurs qui vont pouvoir bénéficier donc d'un accompagnement pour, comme le disait Benjamin, en fait, la dimension exploratoire pour ce type de projet sur la mobilité lourde, on le sait, elle est là. Et donc, la région, par cet appel à projet, a vraiment une volonté aussi, on a identifié la nécessité de cet accompagnement, qui est sur 2 volets. Ça va être pour faire bénéficier donc d'une aide pour la prise à la décision, comme disait Benjamin. Donc, ça veut dire concrètement, c'est apporter aux lauréats des données techniques, des données financières sur les solutions de véhicules qui existent. Parce qu'il y a bien des solutions qui seront là donc dans les délais visés par notre projet, dans les quantités aussi qui ont été évoquées avec vous. Notre équipe d'AMO consultants ont déjà repris contact avec les différents constructeurs et offreurs de solutions, et il y a d'ores et déjà des engagements donc, sur les équipements ciblés, les véhicules ciblés. Donc c'est voilà, apporter des éléments concrets pour cette prise de décision, pour passer le pas. Et aussi, ce sera un accompagnement pour travailler avec notamment la région pour la constitution, donc dans un second temps aussi, du dossier de demande de financement. Donc les objectifs que citait Benjamin, je peux rapidement les partager. Donc c'était aussi, vous l'avez compris, d'ici fin 2023, c'est 40 camions et 62 donc, remorques et unités frigorifiques pour camions. Il y a un enjeu et un intérêt vraiment fort aussi pour cette partie frigorifique qui peuvent aussi représenter un investissement moindre, mais c'est déjà un pas aussi vers l'hydrogène pour le remplacement du coup de groupes frigos qui sont au diesel aujourd'hui. Et en complément, la région investit aussi dans 15 autocars du coup régionaux, interurbains, donc les autocars LIO. Voilà. Donc je crois comprendre que, alors Audrey, si tu m'entends, désolée pour ce petit intermède côté technique, Benjamin a son écran figé, donc je vais essayer de partager la suite du support. Je m'excuse vraiment, je vais faire vite pour préparer mon écran sur la bonne slide. Encore désolée de cette interruption. Je pense que ce serait quand même plus facile. Audrey, je ne sais pas si tu peux me donner la main pour présenter. Oui, merci. Alors, très bien. Et du coup, Audrey, est-ce que tu peux me confirmer que vous me voyez bien mon écran? Tous? Parfait. Bon, c'est bon. Désolée. Donc, je poursuis sur le critère d'éligibilité qui est du coup déjà d'une part pour les véhicules, c'est adressé donc à des flottes à usage uniquement professionnel pour le transport de marchandises, donc froid ou non froid. Donc les véhicules hydrogène ciblés, mais aussi les auxiliaires. Donc déjà, ce qu'on entend par véhicule hydrogène, c'est peut-être la base, je préfère le rappeler. Donc c'est en fait tous les véhicules qui vont avoir une chaîne de traction ou propulsion électrique alimentée de manière hybride par une batterie et une pile à hydrogène. Donc et ça, quel que soit le degré d'hybridation. Donc les types de véhicules, ce sont donc les poids lourds, donc camions porteurs et camions tracteurs, donc des remorques frigorifiques et surtout des unités frigorifiques en rétrofit.
principalement. Donc, tous les autres usages sont bien sûr non éligibles. Il est demandé une immatriculation en Occitanie et que l'acquisition des véhicules, après, elle peut se faire soit directement ou par un intermédiaire. Ça, ce n'est pas un problème. Par rapport aux stations, enfin, ce qu'on vous demande dans le dossier sur la partie station de distribution, c'est un minima d'identifier une ou plusieurs stations d'hydrogène existantes ou bien qui ne sont pas encore existantes, mais pardon, il y a eu un petit changement. Donc, qui sont peut-être pas encore existantes, mais soit vous avez des contacts avec des partenaires et vous avez connaissance d'un futur projet, ou bien vous avez aussi identifié une zone pertinente pour une future station. Et il sera aussi apprécié que dans ce choix que vous faites des stations identifiées, qu'elles aient une part aussi hydrogène renouvelable en cohérence avec la volonté territoriale sur ce volet-là que je pense vous connaissez maintenant. Pour le type de bénéficiaire, donc ça peut être un organisme public ou privé, avec un siège ou un établissement secondaire, donc en région Occitanie. Voilà, pour ça, je pense que Benjamin, tu as repris la main. Si tu peux passer à la slide suivante. Oui, c'est le test. Super, merci. Pour les critères d'analyse et sélection, donc au nombre de 3, toujours pareil pour des dossiers complets. On attend donc, en fait, je pense que vous l'avez vu, je l'ai évoqué, c'est pas le même degré de maturité, hein, parce que la partie usage pour la mobilité lourde que production-distribution. Donc la réflexion et nos attentes sont un peu différentes. Là, vraiment, le premier critère, c'est qu'on a besoin de connaître l'implication du porteur de projet pour la décarbonation de la mobilité. C'est-à-dire qu'on va privilégier des projets d'entreprises qui sont investis dans la réduction donc, des émissions de gaz à effet de serre, dans l'amélioration des performances environnementales aussi de leur activité. Voilà, c'est tout ça. Et ça nous intéresse vraiment de connaître votre entreprise, votre projet, de nous expliquer pourquoi ça vous intéresse, quelle est votre motivation. En lien avec ça, également, il est important de justifier votre usage. On sait que, notre vision, c'est que l'hydrogène, c'est bien un complément, c'est pas un carburant complémentaire à d'autres. C'est pas la seule et unique solution qui n'est pas adaptée pour tous les usages. Donc, mais c'est adapté pour les usages de la mobilité lourde, pour notamment des moyennes et longues distances. Et donc, c'est en ce sens qu'il faut aussi justifier le recours dans votre dossier aux véhicules hydrogène. Donc, ceci sera évalué. Donc, c'est à la fois des justifications techniques, réglementaires, faire part aussi de contraintes opérationnelles d'exploitation, par exemple. Et le dernier critère d'analyse, donc c'est en lien avec la logique régionale, aussi comme pour l'appel à projet, pour pouvoir enclencher toute la filière, différents types d'acteurs. On va aussi favoriser la diversité des bénéficiaires et n'hésitez pas à rappeler votre projet aussi dans la logique territoriale. Voilà pour cette partie. J'essaie d'aller aussi à l'essentiel pour laisser du temps pour les questions. Donc sur la slide suivante, Benjamin, sur les modalités d'aide. Donc la région, toujours guichet unique des subventions, cette fois-ci que finance subventions européennes et régionales. Donc pour vous, ce sera transparent. Et donc ici, comme tout à l'heure, le taux maximum d'aide est possible pour atteindre le maximum d'aide d'État, de la réglementation relative aux aides d'État. Donc, si je reprends un exemple concret pour un camion, par exemple, et si vous êtes une petite entreprise, vous pouvez bénéficier de 40% de subventions qui vient du prêt BEI, plus les 20% maximum de subventions qui viennent de l'Europe. Encore une fois,
aujourd'hui, c'est un titre indicatif parce que pour vous, ce sera transparent ce que vous allez recevoir, mais ça vous explique un peu le mécanisme et ça vous montre qu'une petite entreprise peut bien avoir 40% plus 20% et du coup, vous voyez dans la note en bas de la slide, on respecte le maximum d'aide d'État pour les petites entreprises de 60%. C'est la même réflexion pour les autres types d'entreprises. Cette fois-ci, il n'y a pas de bonification avec le zonage AFR, parce que dans ce cas-là, on est sur du matériel roulant. Donc la seule différence, vous voyez, mais ça revient au même niveau de subvention, c'est que les camions, eux, sont pris en compte sont subventionnés par l'Europe, alors que ce n'est pas le cas, les camions et les remorques sont pris en compte par l'Europe, alors que les groupes froids ne le sont pas, mais la région souhaite favoriser ce type d'usage et donc prend le relais pour les 20% de subvention. Point d'attention ici, c'est des taux maximum, bien sûr, que la région aussi pourra apprécier le niveau en fonction de chaque dossier, mais là on parle d'un taux maximum qui est appliqué sur un surcoût d'investissement, des dépenses éligibles. Donc il faudra soustraire le montant d'un véhicule similaire de référence fonctionnant à l'énergie fossile. Sur le volet accompagnement, Benjamin en a déjà parlé tout à l'heure et moi il y a quelques minutes en introduction de cette AMI. Donc vous l'avez compris, il y a un accompagnement et de la région sur le dossier, sur la mise en relation et les experts que nous avons sur la partie hydrogène pour l'aspect mise en relation avec des offres de solutions, des données techniques, les données aussi sur la partie maintenance, exploitation pour vous aider dans votre démarche. Voilà pour cette partie. Pour le dossier de candidature, pour gagner un peu de temps, c'est la slide suivante, merci. Je ne vais pas rentrer en détail, on vous demande aussi de respecter l'annexe 1 pour répondre au dossier. Et vous, l'annexe 2, ce sera donc le détail du plan de financement. Et on vous incite à fournir tout autre document pour montrer l'intérêt de votre projet. Et passons à la slide suivante, s'il te plaît, Benjamin. Sur le processus et du coup le calendrier à nouveau prévisionnel par rapport aux élections à venir. Donc les dates en bleu, il faut, comprenons-nous, c'est le guichet 1, donc avec le premier dépôt le 10 septembre, et donc en orange, c'est par rapport au deuxième guichet, donc qui est en décalé au 10 décembre. Dans un premier temps, donc, il y a à partir de maintenant une phase de rédaction des dossiers jusqu'aux 2 dates butoirs. En parallèle, je l'ai déjà évoqué, donc l'équipe d'AMO Consultant est déjà en relation avec des offreurs de solutions pour obtenir les informations et pouvoir les communiquer aux lauréats. Et aussi avant les lauréats, je vais rentrer en détail. L'annonce qui sera faite tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir aussi des mises en relation entre l'offre des offreurs de véhicules et la demande, donc vous, les futurs usagers, pour que vous puissiez négocier aussi concrètement des usages en fonction de vos besoins. Et il y aura aussi d'ores et déjà donc, un accompagnement sur votre dossier, votre projet. Donc si vous souhaitez rentrer en contact d'ores et déjà avec nous, eh bien c'est possible aussi. Et donc, après les dossiers déposés, donc, il y a aussi une sélection des acteurs. On peut aussi vous accompagner et on pourra échanger entre-temps. Une fois que les acteurs sélectionnés auront été identifiés, ils seront notifiés et on retravaillera aussi ensemble le dossier de financement sur le périmètre retenu. Donc vous voyez les dates, je ne les reprends pas en détail. Et après, il y aura donc une attribution de l'aide pour le premier dépôt fin d'année 2021 et pour le deuxième dépôt en mars. Donc après la phase de contractualisation et pour voilà, de la même manière arriver à un suivi du projet jusqu'à sa mise en service, donc comme nous l'avons dit, d'ici fin 2023 aussi. Voilà, je m'excuse, j'ai été plus rapide à la fin parce que je voulais vous laisser plus de temps, mais voilà, il nous reste quelques minutes pour les questions-réponses. Je pense qu'on va dépasser un petit peu, j'en suis désolée par avance. Si vous pouvez rester encore un peu. Pas de souci. Comme tout à l'heure, quelques questions-réponses. Il y en a un peu moins, donc on va essayer de toutes les poser. Question qui revient pas mal sur le type de véhicules qui sont éligibles.
où il y a donc les véhicules rétrofités. Est-ce qu'ils sont éligibles? Les véhicules rétrofités, il y a donc les camions. Les camions, c'est des camions neufs dans un premier temps qui sont subventionnés par l'Europe. Les remorques sont des remorques neuves et les groupes froids peuvent être des groupes froids rétrofités. Et en l'occurrence, je pense qu'il y a un peu comme pour tout à l'heure, il n'y a pas une technologie un choix technologique qui est fléché plus qu'un autre. Le rétrofit peut être possible. La seule contrainte, ça va être est-ce que un fournisseur de solutions rétrofitées sera capable de fournir 40 poids lourds, enfin, ce ne sera pas 40 avec un même fournisseur, mais est-ce qu'il est capable d'ici 2023 de fournir une dizaine de poids lourds? Aujourd'hui, l'offre rétrofit, elle est plutôt sur plutôt du démonstrateur, des premières commerciales. Et c'est vrai que voilà, c'est l'offre en neuf qui sera visiblement émergente dans un premier temps et dans Oui, c'est des vrai que dans un quantités premier temps, qu'attendues dans notre projet. c'est le cas. Après, Voilà, en donc effet, tant que c'est le camion est neuf, mais s'il est neuf rétrofité, oui, en soi, je précise, c'est éligible aussi. Mais c'est vrai que je pense que s'il y a des contacts qui se font avec les transporteurs et chargeurs, on présentera le fait que du rétrofit, ça arrivera, mais peut-être pas dans les délais. oui, sauf si on se trompe, Euh, n'hésitez pas à nous indiquer un fournisseur qui serait capable de fournir dans les délais une Sauf, offre rétrofitée, qu'on puisse. oui, sauf, enfin, il y a des constructeurs qui pourraient, enfin bon, c'est en cours de discussion avec les offreurs de solutions. Donc, pour faire simple, les camions neufs hydrogène et neufs rétrofités sont éligibles. Et après, on pourra échanger ensemble sur les délais de ces différents types de technologies dans le temps, leurs coûts, etc. Alors, j'ai une deuxième question. Est-ce que les bennes à ordures ménagères sont éligibles? Elles sont considérées comme véhicules lourds. Alors, ça dépend de la capacité de la benne à ordures ménagère. Donc, ça fait partie des véhicules lourds, mais dans notre cas, elles ne sont pas éligibles au corridor hydrogène dans un premier temps. On a eu une remarque sur différents chiffres sur les groupes frigo, 40 dans un communiqué à un article récent et 62 ici présentés. Est-ce qu'il y a une distinction et quel chiffre retenir? C'est vrai qu'il y a eu des communications différentes. En fait, c'est par souci aussi pour simplifier, les objectifs initialement, c'était en effet 40 groupes froids et 22 remorques frigorifiques. 40 plus 22, 62. Donc, c'est en fait le regroupement des deux qui est aujourd'hui communiqué par simplification. Très bien. Une autre question sur la justification du siège d'immatriculation. Est-ce qu'elle est possible a posteriori? La question qui est posée. Pardon, excuse-moi, tu peux répéter? C'est la justification du siège d'immatriculation des véhicules pour être éligible. Est-ce qu'elle peut Ah être oui, pardon. justifiée a posteriori ou est-ce qu'il faut absolument le justifier dans la candidature? Je pense que C'est ça doit étonnant faire cette écho question, ça doit faire écho à un cas assez particulier peut-être d'une oui, entreprise qui n'est sûrement. pas encore immatriculée sur place et qui, en fonction de son éligibilité ou non, pourra déployer des véhicules en région. Ça doit être ça. Oui, oui, oui. Peut-être, bon, je pense que si le candidat prend contact avec nous, on pourra en parler, mais comme vous avez vu, les critères d'analyse, c'est dans un premier temps vraiment le projet, votre motivation, le projet d'entreprise, la justification. Et après, sachez que pour avoir les subventions, il faudra avoir un siège ou un relais en Occitanie. Donc, sachez que c'est un critère d'éligibilité au final, mais qu'au moment de la candidature, ça peut être justifié concrètement dans un second temps. Et enfin, dernière question qui concerne les constructeurs de solutions retenus. Comment et quand s'effectue le choix des offreurs de solutions retenus? Alors, retenu, oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on est là aujourd'hui, donc nous, région et l'équipe d'AMO, pour faciliter la mise en contact, aider à la prise des décisions
voire créer des commandes groupées. Par contre, après, c'est chaque transporteur, chargeur, qui gérera l'offreur de solutions qu'il choisira. Aujourd'hui, si vous voulez, on est en contact avec eux, on échange régulièrement, on présente le projet. Il y a un réel intérêt des offreurs de solutions de véhicules pour le projet Corridor Hydrogène. Ils voient qu'il y a un vrai potentiel en Occitanie pour pouvoir placer aussi et avoir des commandes. Mais voilà, après, ce sera aussi vous pouvez être accompagné par nous, mais ce n'est pas la région qui va contractualiser avec les offreurs de solutions. Finalement, la région et les porteurs du projet, l'équipe projet ne va pas interférer dans le choix du fournisseur et de la relation entre acquéreurs et vendeurs de solutions hydrogène. Donc, mais par contre, on va le faciliter au travers, donc tu le disais tout à l'heure, Charline, d'un événement de B2B qu'on souhaite organiser à la mi-juin. Pour faciliter ça et faciliter la prise de contact entre futurs usagers et apporteurs de solutions. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions, peut-être qu'on peut passer, peut-être que s'il y a d'autres questions, on pourra rentrer en contact parce qu'on a dépassé l'heure et ce serait dommage que la dernière annonce que tu viens de faire passe à la trappe. Exactement. Je vais juste pour lancer un dernier sondage et un peu. Alors vous l'aurez compris, ces sondages, nous, c'est nous donner une idée de qui souhaite se lancer, avec qui on pourrait rentrer en contact dans un premier temps et un peu comprendre les intérêts et comprendre qui est intéressé pour candidater à nos différents dispositifs. Du coup, la question, et en régie, je veux bien qu'on la lance si c'est possible. C'est donc, envisagez-vous de candidater à l'AMI Corridor H2 en Occitanie sur ce volet, utilisation d'hydrogène vert pour la mobilité lourde. Donc n'hésitez pas à cliquer oui, non dans cet onglet pour qu'on puisse avoir une vue sur les personnes intéressées par ce type de dispositif et pouvoir avoir un suivi de notre côté de qui serait intéressé. Alors, le temps que vous répondiez à ce sondage, je vais donc vous avez une synthèse là des deux dispositifs régionaux. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on vous transmettra les diapos, le replay qui sera disponible également dans un mailing retour dès qu'il sera disponible. Et également, dans ce mail, vous aurez les informations sur les deux événements à venir. D'abord, le premier, c'est la création d'un portail web, donc un site internet du projet Corridor Hydrogène, qui est en cours de développement. Vous avez un petit aperçu ici de ce à quoi il ressemblera. On est en train de peaufiner les derniers détails pour le mettre en ligne et vous y retrouverez par exemple le replay de cette session. Vous y retrouverez les liens directs vers les pages pour retrouver les dispositifs de recrutement, les contacts aussi pour entrer en contact avec nous, et les différents éléments d'avancement, voilà un peu les différents éléments qui seront dans ce portail web, donc vous pourrez retrouver toutes les informations et l'avancement du projet, et également le B2B transporteur constructeur, donc dans l'idée de vous mettre en relation, donc apporteurs de solutions et usagers de poids lourds, groupes frigorifiques. Et ce sera concentré là-dessus. Ça aura lieu le 15 juin en format digital, donc on ne s'est pas projeté sur un format présentiel par manque de visibilité, vous le comprendrez. On a donc fait ça en format digital et vous recevrez les invitations sous peu. On retient bien, en tout cas, je pense, les participants à ce webinaire seront les cibles de notre mailing une fois que ce sera prêt. Et n'hésitez pas donc à y participer, vraiment voilà, pour mettre en relation transporteurs et apporteurs de solutions de mobilité hydrogène. L'ouverture des inscriptions devrait arriver d'ici 2 semaines à peu près, avec des inscriptions mi-mai, soit un mois avant l'événement. Voilà pour ces informations. J'en profite voilà, pour clôturer ce premier webinaire de présentation pour vous remercier tous de votre participation. On a dépassé, je crois, les 230 participants au pic. Et là, vous êtes plus de 150. Donc, merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Je remercie les intervenants, donc Bernard Gilabert, également Charline. Merci beaucoup, Charline, pour tes précisions et tes réponses à toutes ces questions. La région Occitanie, l'agence ADOC, l'agence AREC, la Banque européenne d'investissement, la Commission européenne, le cluster We4Log également qui nous accompagne dans la promotion de ce projet, cluster logistique régional, notre équipe d'experts donc avec Hydrogen Advisor, CIA Consulting et Element Energy qui nous accompagnent sur ce projet. Et voilà, merci à vous pour votre participation et on attend vos candidatures
n'hésitez pas à prendre attache avec nous et à nous poser différentes questions si vous en avez pendant la rédaction de vos candidatures qu'on espère les plus nombreuses et les plus pertinentes possibles. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.